Nous en apprenons davantage sur certaines des preuves que les procureurs espéraient présenter contre Bryan Kohberger lors de son procès, ce qui n'a finalement pas eu lieu, ainsi que plus de détails sur les personnes qui auraient témoigné et un autre lien possible entre Bryan Kohberger et son obsession pour Ted Bundy, en plus des dernières informations sur ce qui se passe avec lui en prison. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Anjanette Levy. Bryan Kohberger est en prison depuis presque 3 mois et commence tout juste à purger 4 peines à vie consécutives. De nombreux documents sur les meurtres de Maddie Mogan, Kyle Gonsalves, Zana Carnoto et Ethan Chapin ont été scellés pendant des mois, voire des années. Et maintenant que Kohberger a avoué les crimes, ces documents sont peu à peu rendus publics. Et il révèle davantage l'histoire horrible et triste de ce qui s'est passé dans la maison de King Road cette nuit-là. Nous découvrons également qui les procureurs et l'équipe de la défense prévoyaient d'appeler comme témoins lors du procès. Et certains de ces éléments sont assez révélateurs, étant donné ce que Bill Thompson m'a dit le mois dernier sur la façon dont ils allaient les présenter l'affaire au procès. Quelle est votre théorie de travail, Bill, sur ce crime et pourquoi il a fait cela? Je veux dire, vous devez avoir une sorte de théorie de travail. Les jurés aiment entendre des histoires. Vous devez raconter une histoire au jury. Alors, quelle était votre théorie de travail ici sur pourquoi Bryan Kohberger est allé à King Road cette nuit-là et qui il visait spécifiquement? Eh bien, Anjanette, en allant au procès, nous n'allions vraiment pas proposer de théorie de travail comme celle dont vous venez de parler. Nous voulions nous concentrer sur les preuves montrant ces jeunes gens horriblement assassinés. Et les preuves qui démontrent, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé est celui qui en est responsable. L'absence de contexte est un élément que nous devons prendre en compte. Ce n'est pas un élément du crime, ce n'est pas quelque chose sur lequel le jury devra se prononcer. Mais la nature humaine est telle que, s'ils se laissent distraire par cela, ils pourraient commencer à se poser des questions dans leur propre esprit. Cela n'avait rien à voir avec la culpabilité ou non de l'accusé. Donc, notre approche au procès allait vraiment ressembler à ce que nous avons fait lorsque nous étions au tribunal le 2 juillet, lors de l'enregistrement du plaidoyer de culpabilité et du résumé factuel de nos preuves. C'était ça qui allait constituer le procès et orienter l'attention du jury sur les éléments requis par la loi et sur les preuves de ces éléments. C'est très clinique, avec des preuves circonstancielles, l'acide désoxyribonucléique, les données du téléphone portable et la Hyundai Elantra blanche. Exactement. D'accord. Les procureurs n'avaient pas prévu d'appeler les parents de Bryan Kohberger comme témoins. Le sujet a été abordé lors des audiences préliminaires, mais leur nom n'était pas sur la liste des témoins. Mais la sœur de Bryan Kohberger, Amanda Kohberger, était la seule membre de la famille sur la liste des témoins, et les procureurs n'ont pas laissé entendre qu'elle avait la moindre connaissance des meurtres. Je veux être claire. Les procureurs ont écrit dans leur mémoire: l'État souhaite faire témoigner la famille de l'accusé pour établir des faits avant son déménagement à Pullman fin 2022, ainsi que sur son comportement lors de son retour en Pennsylvanie en décembre 2022. Non, la nature de ces témoignages a été révélée par le biais de rapports d'entretien. De nombreuses spéculations affirment que les parents de Kohberger savaient ou soupçonnaient que leur fils était coupable, car il les a appelés ce matin-là. Je vous ai déjà dit que des experts de Celebrate ont affirmé qu'il le faisait chaque jour. Il discutait souvent avec ses parents, donc ce n'était pas exceptionnel. Les procureurs auraient potentiellement présenté des centaines et des centaines de pièces à conviction, y compris des photos, des interviews audio et vidéo, ainsi que d'autres supports visuels. Et ils ont prélevé des échantillons d'acide désoxyribonucléique sur beaucoup de personnes pour soit les inclure, soit les exclure en tant que suspects. Cela aurait également constitué des pièces à conviction lors du procès. La défense, quant à elle, allait faire appel à 16 experts pour contester les preuves présentées par l'accusation. Cela incluait des experts en téléphonie mobile comme Saïré que j'ai déjà mentionné. Une experte en scène de crime aurait déclaré au juré que 2 armes et 2 personnes étaient impliquées dans les crimes. Et une experte en informatique légale et une analyste acide désoxyribonucléique ainsi que plusieurs autres. Bryan Kohberger n'avait pas d'alibi. C'était hors de question. Il avait reconnu avoir conduit cette nuit-là, donc contester les preuves était leur seul recours.
La défense a également révélé lors de la communication des pièces qu'une psychiatre légiste avait interrogé la famille de Brian Koberger. Elle s'appelle Dr. Eileen Ryan et travaille à l'Université d'État de l'Ohio. Elle est spécialisée en psychiatrie pour adultes et enfants et ainsi qu'en troubles obsessionnels compulsifs. Les documents révèlent qu'elle a réalisé une évaluation familiale des parents de Brian Koberger et de sa sœur Amanda à la fin de l'année 2024. Le lendemain, elle a évalué individuellement sa mère et ses deux sœurs aînées en personne. Dr. Ryan a aussi interrogé d'autres personnes et consulté d'autres documents. La professeure Amélie Pedneau de l'Université de l'État de Washington aurait pu témoigner sur Brian Koberger. Elle a dit aux enquêteurs que Koberger semblait vouloir travailler avec elle sans jamais le demander. Elle était également préoccupée par la façon dont il traitait les étudiantes. Koberger avait lu un article qu'elle avait écrit sur Ted Bundy. Une étudiante de l'Université de l'État de Washington était aussi sur la liste des témoins. Et il en était de même pour John Snyder, le professeur pour lequel Koberger travaillait comme assistante d'enseignement. Snyder n'avait rien de positif à dire sur Brian Koberger, même s'il a déclaré aux enquêteurs qu'il n'avait pas remarqué de partialité dans sa notation envers les étudiantes. Nous allons aussi parler un peu plus des selfies de Brian Koberger. Nous en avons trouvé certains pris au Parc national du Mont-Rainier, près de Seattle. Mais sur une photo, le mot avec salope semble visible en arrière-plan. Après vérification, les pierres commémorent la première ascension du Mont-Rainier. En réalité, il est écrit « Le guide indien Slutskin a attendu ici le retour des alpinistes, mais le cadrage est intéressant. Les contreforts du Mont Rainier pourraient aussi être l'endroit où Ted Bundy aurait laissé les restes d'une femme qu'il a admis avoir tuée en 1974. Elle s'appelait Gail Manson. Les enquêteurs pensent que ces restes, retrouvés dans les années 1970, ont été perdus sans jamais être analysés. Très bien. Pour discuter de ce que nous apprenons grâce à ces nouveaux dossiers déclassifiés, je voudrais inviter Chris McDonough. Il est l'animateur de la salle d'interview, également un détective à la retraite spécialisé dans les homicides, et il travaille avec la fondation Cold Case. Alors, Chris, nous découvrons de nouveaux détails, certaines choses assez horribles concernant les blessures des victimes. Il y a des éléments, je pense, que nous ne connaissions pas vraiment auparavant. Nous apprenons maintenant que Xana avait des fractures du crâne. Nous savions déjà qu'elle avait été poignardée plus de 50 fois. Maintenant, nous lisons dans certains de ces documents qu'elle avait en fait des fractures du crâne. Nous savions que Keely avait été gravement blessée. Et maintenant, nous apprenons que Maddie avait des blessures au visage, autour de l'oreille et une empreinte de l'arme sur la poitrine. Je veux dire, c'est vraiment... C'est de plus en plus graphique à mesure qu'on en apprend. Oui, et cela nous donne une idée, Anne-Jeanette, de l'intensité que Brian Koberger manifestait à l'intérieur de cette pièce. Je veux dire, si on pense juste à cette blessure, tu sais, l'empreinte de l'arme sur sa poitrine, est-ce que c'est une blessure de coup de couteau jusqu'à la garde? J'ai eu de nombreux cas où l'arme est allée complètement dans la victime et a laissé une marque de la garde du couteau sur leur corps. Ou est-ce le contraire? Est-ce la poignée, là où il y a, vous savez, l'extrémité carrée, où il l'utilise comme un objet, vous savez, pour les assommer à mort? Le fait que les deux aient, vous savez, des blessures au crâne, nous indique simplement sa cible d'attaque, vous voyez, ou des blessures au visage. L'auteur se concentre sur, vous savez, la personnalisation, faute d'un meilleur terme, et ou la perturbation dans le cas de Xana. Et il a transféré cette agressivité dans sa férocité. Oui, ça se voit clairement. Je pense que toute cette histoire a complètement dégénéré. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Tu sais, je pense qu'il est entré là-dedans peut-être pour une seule personne et puis ça ne s'est pas passé comme selon son plan malade. Mais je pourrais totalement me tromper à ce sujet. Mais plus on en apprend, plus on savait que c'était quelque chose de vicieux, horrible. Tu sais, ils ont qualifié ça, tu sais, d'odieux et cruel, tu sais, comme le prévoit la loi quand on veut demander la peine de mort. Mais là, je veux dire, c'est tellement malade et tordu. Ça paraît vraiment chaotique, je pense. Dans votre domaine, pour ceux qui analysent les scènes de crime, diriez-vous que c'est le type de choses considérées comme désorganisées?
Oui, je pense que c'est devenu une scène de crime désorganisée, comme vous dites. Mais je crois qu'il est entré là-bas en tant qu'agresseur organisé au départ. Et puis, quand les choses ont commencé à, vous savez, être perturbées, c'est-à-dire deux personnes dans la première pièce, vous savez, Maddie et Kaylee, et maintenant, vous savez, la situation dégénère, ce qui était potentiellement, vous savez, inattendu. Et maintenant, vous avez Xana qui arrive et interrompt ce premier scénario fantasmé. Et souvenez-vous que tout ce que Brian Koberger a fait a d'abord commencé dans son esprit il y a des mois et des mois, voire peut-être même 1 an avant l'homicide. Et puis, vous savez, il a établi son groupe de cibles et son fantasme s'est construit à partir de ce groupe de cibles. Et ensuite, il a commencé à se préparer et il est passé à l'acte. Et tout cela faisait, vous savez, partie d'un délinquant organisé. Pour répondre à votre remarque, je suis d'accord. Une fois qu'il est entré là-dedans, ce fantasme est parti en vrille. Et maintenant, ça devient désorganisé. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Ce qui n'était pas prévu. Et cette rage pouvait se manifester dans la colère envers les victimes. Pendant très longtemps, évidemment, il a maintenu son innocence. Ses avocats se battaient sur cette affaire. Il exigeait, je suppose, d'aller au procès. Ils allaient appeler plusieurs témoins, principalement des experts, pour leur défense principale afin de contester ce que l'État affirmait dans cette affaire, à savoir que Brian Koberger était la seule personne à avoir commis ces crimes. Ils allaient essayer de dire qu'il y avait 2 personnes et 2 armes. Ils allaient avancer plusieurs arguments différents. Évidemment, ils se sont effondrés et ils ont cédé à la dernière minute. Ils sont allés demander un accord. Nous savons ce qui s'est passé. Mais l'État, il était intéressant de voir leur liste de témoins car ils allaient inviter des personnes de l'Université de l'État de Washington. Ils avaient déjà laissé entendre lors d'une audience préliminaire, du moins Jeff et moi, du bureau du procureur général adjoint. Il a dit à un moment donné, vous savez, nous avons des preuves aggravantes bien meilleures que des gens de l'Université de l'État de Washington disant des choses méchantes sur Brian Koberger. Les oreilles de Brian Koberger se sont dressées. Il comptait aussi appeler des témoins de l'Université de l'État de Washington. L'État l'a fait dans sa présentation, ce que je trouve intéressant. Ils allaient appeler John Snyder, le professeur pour qui Brian Koberger travaillait comme assistant d'enseignement. John Snyder n'avait rien de positif à dire sur Brian Koberger. Ils allaient appeler Amelia Pedno, la professeure qui a rédigé sa thèse sur Ted Bundy. Donc, nous savons qu'il s'intéressait à Ted Bundy. Il avait beaucoup d'intérêt pour Ted Bundy. Donc, ils allaient l'appeler, ils allaient appeler la directrice du département, potentiellement pour parler de la façon dont ils allaient renvoyer Brian Koberger. Tout son monde s'effondrait. Ils allaient appeler une autre étudiante qui était dans le département. On sait qu'il avait eu des conflits avec des femmes dans le département. Alors, tu penses qu'ils essayaient en quelque sorte de montrer, même si ils ne l'ont jamais dit publiquement. Tu penses qu'ils allaient essayer de mettre en avant que c'est quelqu'un qui avait de l'animosité envers les femmes, qu'il était misogyne? Oui, absolument. Et je pense que l'État voulait justement montrer qui était vraiment ce type, même avant les meurtres. Et puis, tu sais, la seule façon de faire ça, c'est ce qu'on appelle un schéma de vie, n'est-ce pas? Nous devons interroger toutes sortes de témoins et recueillir les particularités qu'ils ont observées, ou bien la colère. Tu veux en quelque sorte faire une séance de questions-réponses avec des témoins comme ça, tu vois. Donc, raconte-moi comment il réagirait si on le poussait, par exemple, ou si tu lui donnais une mauvaise note ou quelque chose comme ça. C'est là que ces professeurs interviennent. Parce que, tu sais, tu veux ça, parce que la défense va le minimiser, comme tu sais. Eh ben, tu sais, c'est juste un gars confus, un peu machin, non? Mais l'accusation doit prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que non, ce gars a toutes sortes de problèmes. Et d'ailleurs, ils sont corrélés aux tueurs en série, principalement Ted Bundy. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant dans les selfies et tu me l'as fait remarquer. Brian Koberger, selon son avocat, aimait la randonnée et partait souvent marcher. Je veux dire, il avait des photos dans son téléphone où il sortait la nuit pour prendre des photos.
Aucune des photos de nuit évoquées n'est visible. Ils ont parlé du moment où il était dehors avec son soi-disant alibi de conduite nocturne, qui n'en était finalement pas un. Et je pense qu'on le savait déjà à l'époque, mais on devait en parler de façon plus polie à ce moment-là. Mais lui, moi, oui. Maintenant, je peux dire que j'ai toujours affirmé que c'était un peu comme un alibi, mais pas vraiment. Mais tu m'as fait remarquer que sur tous ces selfies, tu penses qu'il était au Mont-Rainier. Et c'est important à cause de la fascination pour Ted Bundy. Alors, parle-moi de ça. Donc, une de mes théories a toujours été, tu sais, depuis que j'ai commencé à enquêter sur cette affaire. Pourquoi cette maison, le 1122 King Road? Pourquoi celle-ci? Quel est le but de ça? Parce qu'il devait savoir qu'il y avait au moins 5 femmes qui vivaient dans cette maison. Et puis, si on superpose ça à son obsession pour Ted Bundy, et tu sais, les meurtres et la sororité en Floride, ma réflexion était que la maison était une cible. Puis, il s'est focalisé sur une femme en particulier à l'intérieur de cette maison, c'est-à-dire soit Kaylee, soit Maddie à l'étage. D'accord? Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je me demandais s'il reprenait là où Ted Bundy s'était arrêté et qu'il allait surpasser Ted Bundy, faute de meilleurs termes. Et donc, si vous regardez ces selfies et que vous observez l'arrière-plan, cette chaîne de montagnes semble être le mont Rainier. Eh bien, c'était le terrain de jeu de Ted Bundy quand il était à l'Université d'État de Washington et traînait dans l'État de Washington. Et il y a aussi des photographies là-dedans qui montrent la haine de Bryan Kohberger envers les femmes. Il ne peut pas échapper au fait qu'il voit des inscriptions sur un rocher, par exemple. Et ensuite, il prend un selfie avec ce rocher en particulier. Et le mot inscrit sur ce rocher est « salope ». Et tu as montré une excellente photo où il est à un match de baseball et à l'arrière-plan, il y a une femme derrière lui. Mais ce qui est intéressant dans cette photo, c'est qu'il affiche ce sourire menaçant sur cette photo en particulier. Celui que, franchement, c'est ce que les victimes auraient vu s'ils n'avaient pas porté de masque. Wow! C'est comme si à chaque fois qu'on regarde quelque chose, on en apprend un peu plus. Une chose que j'ai trouvée très intéressante, et je sais que c'est probablement ce que font les psychiatres, mais la psychiatre légiste, Dr. Eileen Ryan, elle a évalué la mère de Bryan Kohberger et ses sœurs individuellement. Il y a eu une évaluation familiale avec Michael Kohberger, la maman Marianne et puis la sœur aînée, Melissa. Mais ensuite, il y a eu des évaluations individuelles en tête-à-tête avec la maman, la sœur et la sœur, Amanda et Melissa. Je trouve ça fascinant. Ils n'ont pas fait d'évaluation individuelle en tête-à-tête avec le papa. Ils l'ont fait avec les femmes de la famille. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que c'est peut-être pour ça? Oui, ils veulent voir. D'accord. Est-ce qu'il est trouble obsessionnel, compulsif? Est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce qu'il manque de coordination? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose à propos de, genre, waouh, comment était son éducation avec les femmes de sa maison? Oui, et c'est un excellent point. Parce qu'il y a peut-être aussi cette idée que si on peut le séparer de cette haine des femmes en appliquant cette idée aux femmes qui l'entouraient pendant qu'il grandissait. Vous savez, il pourrait commencer à chercher et présenter au jury que non, 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 il était juste un frère normal, un fils normal, etc. Et aussi, on pourrait séparer cette idée de corrélation avec Ted Bundy. Parce que souvenez-vous, vous avez la mère qui écrit cet éditorial sur la peine de mort et Ted Bundy. Vous savez, on se demande simplement à quel point il a été influencé par sa mère et son obsession potentielle pour Ted Bundy. Donc la défense devrait distinguer cela à travers ce type d'entretien et d'évaluation. Parlons maintenant de toutes ces rumeurs à propos de « Oh mon Dieu, Bryan Kohberger a plaidé coupable parce que sa sœur était sur la liste des témoins et qu'elle allait tout révéler. » Eh bien, sa sœur, il savait qu'elle figurait sur la liste des témoins depuis avril. Donc, je ne pense pas que ce soit ça qui ait tout changé. Je crois plutôt qu'il manquait de temps. Il n'obtenait pas de report et il savait qu'il risquait fort de devoir faire cette longue marche
dans le couloir vers le peloton d'exécution. C'est effrayant. La réalité l'a peut-être rattrapé. Mais Amanda Koberger allait peut-être être appelée à témoigner. L'État a parlé de son comportement avant les homicides et quand il est rentré chez lui pendant les vacances de Noël. Cela aurait pu être très intéressant d'entendre ce sur quoi elle aurait été interrogée. Oui, et je ne pense pas que ce soit terminé. Je pense qu'à un moment donné, Brian va continuer à exercer, vous savez, sa capacité à contrôler le récit et à contrôler les circonstances en ce moment. Et je pense qu'il va utiliser sa sœur, et je pense que sa sœur va finir par accepter à un moment donné. Pas, vous savez, pour obtenir la gloire ou la fortune pour elle-même, mais pour essayer de mieux comprendre ce qui a vraiment poussé son frère à dépasser les limites. Et je pense que Brian va utiliser les outils à sa disposition dans le système carcéral et le système pénitentiaire, c'est-à-dire les emails, etc. Et ils vont créer ce dialogue. Regardez d'autres membres de la famille qui ont fait cela avec leurs parents, par exemple. Ils ont attendu des années et des années et des années. Et puis finalement, ils ont dit, « Hey, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ta tête. » Je pense que sa sœur est dans la même situation. Ce sera intéressant de voir ce qu'elle dira un jour. Je pense que c'est ce que la défense voulait montrer pour soutenir ton point de vue. Et enfin, je veux savoir quelles sont les dernières nouvelles que tu as entendues à son sujet en prison. Tu sais, on a reçu cette masse de documents du département des corrections de l'Idaho il y a quelque temps. Et puis, j'ai fait une autre demande et je n'ai rien reçu. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, à part l'endroit où il est incarcéré. Je ne sais pas s'il devait nous donner les documents reçus au début. Je ne sais pas. Mais je n'ai rien reçu d'autre de ce que j'avais demandé concernant les plaintes qu'il a déposées ou quoi que ce soit de ce genre. Je n'arrive pas à croire qu'après cette première révélation, il se soit dit « D'accord, j'arrête de me plaindre. » Est-ce que tu entends? Est-ce qu'il se plaint toujours? Est-ce qu'il a encore du mal? Oui, il se plaint toujours et il ne se fait pas beaucoup d'amis ni n'influence beaucoup de gens. Il est toujours isolé, tu sais, et tout chez lui, sa personnalité, etc., tourne autour de Brian Koberger. Et il est constamment en train d'écrire au personnel, de les corriger, ce genre de choses. C'est la même chose qu'il faisait auparavant. Et je pense que la prison s'est un peu refermée, ou est devenue beaucoup plus stricte concernant la circulation de l'information. Suite à cette fuite de la vidéo qui a été rendue publique, la direction a averti le personnel en assurant que cela ne se reproduirait plus. Et donc, il crée cette voie unique pour, disons, le flux d'informations. Mais il est toujours, oui, il continue d'être Brian Koberger et de contrôler sa propre situation. Eh bien, ils ont identifié qui a divulgué cette vidéo. Ils ont dit que la personne avait démissionné lorsqu'elle a été confrontée et qu'il n'allait pas poursuivre. Mais oui, c'est intéressant qu'on ne nous ait pas donné, via la loi sur la liberté d'information, d'autres documents concernant les plaintes et ce genre de choses. Mais ils n'ont pas arrêté, d'après ce que tu me dis. Oui, non, il continue toujours à se plaindre de son environnement, de tout ce qui l'entoure, des gens autour de lui. Ce qui, évidemment, n'est pas une bonne idée parce qu'à un moment donné, ils vont devoir se dire qu'il faut mettre ce gars-là en détention générale. Et à ce moment-là, il pourrait devenir une cible encore plus grande. Très intéressant. Eh bien, peut-être qu'il devrait lire ce livre de Dale Carnegie dont tu as parlé tout à l'heure. Il pourrait l'emprunter à la bibliothèque de la prison, s'ils l'ont. Merci beaucoup, Chris McDonough. J'apprécie vraiment votre temps. Merci, Angenette. Je vous apprécie. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Levy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois.